Les féminismes. Salut! Vous écoutez Les Sexes Maîtresses, Audrey, Sarah et Valérie, diplômées de la maîtrise en sexologie et féministes du plus profond de notre âme. Que vous soyez calé ou novice en la matière, on vous parle de sujets sexos, de sujets féministes, parsemés d'anecdotes cocasses. De notre salon, on vous invite à nos conversations pour rire, rager et peut-être en apprendre un peu. Bonne écoute! On dit faire un podcast féministe, mais on vous a toujours pas donné une définition du féminisme, ni expliqué concrètement quelles sont nos positions féministes. Quand on a décidé de l'ordre de nos épisodes, on a remarqué qu'un épisode sortait le lundi 8 mars. Et quoi de mieux en cette journée internationale des droits des femmes que de vous parler des féminismes? Parce que oui, il y en a plus d'un. Aujourd'hui, on vous parle de féminisme, un sujet malheureusement toujours d'actualité. Donc, la journée des femmes ou la journée internationale des droits des femmes, c'est pas une deuxième Saint-Valentin, ok? Malgré ce que les nombreux magasins essaient de nous faire croire en nous donnant des espèces de cadeaux. Oh, je voulais recevoir des cadeaux en cœur. Oh, mais Caroline! Mais non, c'est pas exactement ça. En fait, là, c'est depuis 1977 que l'ONU a officialisé cette journée-là comme une occasion de reconnaître les droits des femmes, puis le travail à faire aussi dans de nombreux pays. Avant que quelqu'un vienne nous écrire sur les réseaux sociaux ou nous pose la question « C'est quand la journée de l'homme, par exemple? » Techniquement, ce serait les 364 autres journées de l'année. Mais, ok, je vais être fine, là. Je vous le dis, c'est quand la journée de l'homme. Puis arrêtez de nous demander à chaque 8 mars, c'est quand la journée de l'homme. La journée de l'homme, là, c'est le 19 novembre. Et voilà, vous savez maintenant. Donc là, laissez-nous tranquille avec le 8 mars, ok? C'est notre journée. C'est ça. Plus explicitement, selon le Conseil du statut de la femme, mais aussi du dictionnaire, le féminisme, c'est un ensemble d'idées et de mouvements orientés vers un but commun, atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les sphères de la vie pour une société plus juste, plus heureuse et plus prospère. Donc là, je vais la répéter, cette définition-là, du féminisme. Ensemble d'idées, de mouvements orientés vers un but commun, atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les sphères de la vie pour une société plus juste, plus heureuse et plus prospère. Puis on va dire aussi qu'il n'y a pas de théorie générale du féminisme, dans le sens où il y a plutôt des courants théoriques divers, dont on va vous parler aujourd'hui, qui cherchent à comprendre, chacune à leur façon, pourquoi et comment les femmes occupent une position subordonnée ou opprimée dans la société. Ouais, ben je trouve que c'est une bonne définition. Est-ce que on y va avec des exemples plus concrets, les filles? Oui, on voulait vous énumérer comme tout plein de statistiques pour que vous nous croyiez quand on vous dit que les hommes et les femmes sont pas égaux. Mais on sait très bien que vous vous faites probablement bombarder de ces statistiques-là en cette journée des femmes. Et on sait très bien que si on dit que les femmes composent la totalité ou presque des victimes de crimes commis par un conjoint ou un ex-conjoint, comme les homicides à 73%, les séquestrations à 97%, les agressions sexuelles à 97%, ben c'est le genre de choses qu'on finit par oublier bien vite parce qu'on pense que ça arrive juste aux autres puis que ça nous concerne pas, que c'est les cas extrêmes. Donc, je vous invite à nous suivre dans la journée d'une femme qui vit du sexisme ordinaire, comme toute autre femme ordinaire. Il était une fois. Donc, on a Soumaya, elle travaille dans une compagnie de tech, c'est une jeune gameuse, elle est très douée dans ce qu'elle fait, elle a passé une grosse journée au travail à se faire interrompre et expliquer des choses qu'elle sait déjà par d'autres gamers de la compagnie pour laquelle elle travaille. En revenant du travail dans les transports en commun, il y a toujours un ou deux creepy qui la regardent un peu bizarre dans le métro. Mais bon, ça c'est la routine parce que pas mal toutes les autres femmes ont vécu ça à un moment donné dans leur vie, donc c'est pas mal normal selon elle. Elle choisit les moments qu'elle prend le métro, elle choisit son wagon, elle choisit quand est-ce qu'elle débarque du wagon, puis où est-ce qu'elle va marcher pour peut-être éviter qu'elle se sente pas en sécurité. Mais tu sais, elle va pas commencer à chialer là-dessus parce qu'après tout, elle l'a moins pire que sa mère qui a été immigrante de première génération. Sa mère que elle, dans le métro, ben elle se fait tirer son hijab, elle se fait harceler autant par les hommes que par les femmes. Par son statut d'immigrante, ben elle a vécu dans une situation économique difficile. Le taux d'emploi des femmes immigrantes, c'est à 57%, qui est vraiment inférieur à celui des immigrants hommes, qui est à 69%. Ouais, ok. Mais là, on va encore se faire l'avocate du diable. On va commencer avec son expérience au travail. Tu sembles dire que, tu sais, elle se fait peut-être mansplainer des choses. Encore une fois, c'est elle qui choisit d'aller dans un milieu plus d'hommes.
Ben oui, exactement. Mais peut-être... Tu sais, peut-être que les hommes en connaissent plus qu'elle, là, sur ces sujets-là. Genre, c'est des gars, puis ils ont gamé peut-être plus longtemps qu'elle. Là-dessus, je te dirais, va écouter notre épisode du mansplaining pour bien comprendre c'est quoi. Bon, mon autre argument, ce serait, tu dis qu'elle semble vivre du harcèlement, dans le fond, du harcèlement sexuel dans le métro, raciste aussi, là, pour sa mère qui se fait tirer son hijab. Mais, tu sais, les hommes aussi, là, ils vivent du racisme puis du sexisme dans les métros. Il y en a beaucoup qui vivent du harcèlement, comme les hommes aussi, là. Oui, effectivement, on n'est pas en train de dire que ces hommes-là en vivent pas, c'est juste que ici, dans cet exemple-ci et dans cet épisode, on se concentre sur les violences puis les oppressions des femmes. Donc un argument comme ça vient enlever le focus de ces personnes-là qui vivent des oppressions qui sont plus significatives. On n'enlève pas le fait que les hommes aussi vivent des violences, les hommes aussi vivent du harcèlement peut-être au travail. C'est juste que là, on veut se concentrer sur le vécu de ces femmes-là. Mon troisième argument, à propos de l'immigration, on entend de plus en plus que les gouvernements mettent en place des quotas pour les minorités visibles ou sexuelles. C'est vraiment pas juste qu'il y ait des discriminations positives. On pourrait presque dire que comme c'est du racisme inversé, là. Oh my god. Shit. Bon, on pourrait parler longtemps du racisme inversé qui, en fait, n'existe pas, mais ça, c'est une toute autre conversation. Puis quand on parle de quotas, ben c'est pour essayer de réégaliser les discriminations systémiques. Donc on sait que le racisme, le sexisme, les personnes qui vivent en situation de handicap, toutes ces discriminations-là, c'est systémique. Parce que dans une société égalitaire, on n'aurait pas besoin de ces quotas-là, dans le fond, parce que tout le monde se verrait engagé juste pour leurs compétences et non pour le nom qu'il y a écrit sur leur CV. Fait que dans le fond, là, avec cette histoire-là, puis on a juste été voir en particulier une femme ordinaire qui vit du sexisme ordinaire. Dans le fond, le sexisme ordinaire, là, c'est la banalisation d'attitudes, de comportements, de réflexions sexistes, un peu comme les arguments que tu nous as sortis, Sarah. C'est des gestes qui peuvent sembler anodins, comme le fait de se faire mansplainer, mais qui traduisent une discrimination réelle, qui fait en sorte qu'on infériorise les femmes, qu'on les met dans une position de subordonnée, comme on a dit. En guise de continuer sur notre lancée, de donner des exemples concrets de vécu, comment nous, on en est arrivé là. Commence, Val? Moi, avant que je le comprenne de cette façon-là, le féminisme m'est vraiment venu par un profond sentiment d'injustice. Le sentiment qu'il y avait des positions privilégiées dans la vie, puis qu'à plusieurs égards, les femmes y faisaient pas partie de ces positions privilégiées-là. J'ai toujours été une femme vraiment sportive, adolescente, puis même jusqu'à l'université, j'étais étudiante athlète. Donc, je suis grande, je suis forte en termes de stature, comme littéralement, au secondaire, j'étais plus grande puis plus forte que ben des petits gars. Je prenais de la place, j'étais loud, j'avais vraiment pas la langue dans ma poche. Moi, j'étais celle qui intimidait les gars. Quand je me posais des questions, en tout cas, c'est ça qu'on me répondait. Mon devenir féministe, il vient vraiment de cette place-là, de cette Val-là, à qui on a tenté implicitement de dire « Attends, wow, tu prends trop de place, t'es trop loud, t'es trop opiniâtré. » Après ça, rendue à l'université, ben, je suis allée mettre de la théorie pour backer mon vécu. Et voilà, vous avez la féministe enragée, la Val d'aujourd'hui. Non, mais sérieusement, ma mineure en études féministes que j'ai faite à l'Université d'Ottawa, ça m'a simplement aidé à mettre des mots sur le sentiment d'injustice que je ressentais depuis vraiment longtemps, dans le fond. Puis ça m'a confirmé que j'étais pas folle de trouver ça difficile d'être moi-même par moment. Puis aussi, j'ai trouvé ça intéressant de se poser la question si on avait eu une œuvre qui avait vraiment comme éveillé ce sentiment féministe-là ou ce sentiment d'injustice pour les femmes en particulier. Et finalement, j'ai pensé à l'album Under Construction de Missy Elliott. Missy Elliott, c'est une femme qui prend beaucoup de place, une femme qui est loud, qui dit son opinion. C'est vraiment une icône là dans le monde du hip-hop et du rap. Elle fait partie des femmes qui ont révolutionné ce monde-là. Dans cet album-là, il y a une section entre ses chansons où elle parle de pourquoi elle dit ce qu'elle dit puis pourquoi elle se permet d'être aussi confrontante dans son style de musique. Elle explique explicitement que c'est parce que ça fait longtemps que dans le rap game, il y a autant d'hommes MC qui disent que les femmes, ils ont rien à voir dans le rap game puis tout ça, puis elle a dit non, j'ai ma place. Puis c'est pour ça qu'elle se permet d'être aussi... Quand je dis confrontante, à sac puis elle dit des choses explicitement, là. Je me suis reconnue là-dedans dans ma petite adolescente de 15 ans. Fait que voilà, ça c'est mon petit parcours. Ben merci beaucoup Val de ce partage-là. Je trouve ça vraiment intéressant de savoir comme d'où ça vient, quand est-ce qu'on se dit féministe.
Moi aussi, je vais raconter ma petite histoire. Moi, dans le fond, là, c'est un peu l'opposé de toi, Val. Ah, ouais. Comme, moi, là, j'ai eu une éducation full de filles, là. Comme, j'étais pas wow. athlète, j'ai fait de la danse toute ma vie. J'ai été entourée de filles, de femmes toute ma vie. Mes parents sont divorcés, puis c'était plus ma mère qui avait la charge de la garde. Donc, à la maison, c'était vraiment ma mère, ma sœur, moi. OK? C'était une maison de filles. Je me suis jamais vraiment dite féministe jusqu'à temps que j'aille mon certificat en études féministes. Je voulais avoir des notes pour rentrer à maîtrise en sexo, puis on m'a recommandé d'aller faire le certificat en études féministes. Puis là, il y a plein de monde autour de moi qui me disait « Ah, c'est ben chill, là, mais comme j'espère que ça va pas te changer. » Puis j'étais comme « Ben non, là, je vais rester moi-même. » Après une semaine, j'avais perdu tous mes repères. J'ai eu une révélation, exactement comme tu as dit, Val. Ça a mis des mots sur des choses que je ressentais. Peut-être un sentiment d'injustice, mais c'est ça, sur lesquels j'avais jamais vraiment réfléchi. Tu sais, j'étais vraiment le genre de fille que dans une conversation, je prenais pas ma place. Je pensais que mon opinion était pas vraiment valable. Je disais tout le temps, « Ah, je sais pas quoi dire. Je m'y connais pas assez. Ah, j'ai pas d'opinion là-dessus. » Puis là, c'est comme si j'avais mis des lunettes, puis que ces lunettes-là me permettaient de mieux voir les choses. Maintenant, je suis plus capable de les enlever, ces lunettes-là. Puis je me souviens que dans un cours en études féministes, on nous avait demandé de dire « C'est qui vos idoles féminins? C'est qui les femmes que vous admirez? » Puis je me suis rendu compte que j'admirais pas personne. J'admirais pas aucune femme. J'avais pas de modèle, je m'étais jamais vraiment posé cette question-là. J'étais entourée de femmes, j'avais tout plein d'amis de femmes. Pourtant, je savais pas qu'est-ce que les femmes avaient fait. Puis là, ça a été comme une espèce de découverte de « OK, je veux savoir qu'est-ce que les femmes écrivent, qu'est-ce que les femmes font comme film, qu'est-ce qu'elles racontent comme histoire. » Puis dans mon mémoire de maîtrise, dans le fond, je me suis vraiment intéressée aux relations entre femmes, puis aussi aux représentations de ces relations-là. Donc, tout ce qu'on voit dans la musique, dans la culture populaire, dans les films, je regardais autour de moi puis je me disais, ben pourtant, moi, je fais du cheerleading puis je suis pas une bitch. On n'est pas en train de s'envoyer chier puis de se faire des jambettes. Au contraire, on est tout plein de femmes différentes qui viennent de backgrounds différents, puis on est super dans la solidarité, puis dans le woman power. Fait que déjà ça, tous les autres stéréotypes qu'on voyait, je me disais, je regardais les femmes autour de moi, puis j'étais comme, ben non, non, on est plus que ça. On s'était dit des œuvres féminines qu'on aimait. Ben moi, c'est beaucoup le film de Thelma et Louise. Ça m'a vraiment beaucoup marqué. Puis à chaque fois que je le réécoute, je suis comme « Oh my God! » Il y a le livre « Putain » de Nelly Arcan qui est comme dans la poésie, dans l'espèce d'enragement, de vomi de mots. Puis aussi, il y a le discours de Emma Watson, « Ifreshi » à l'ONU, un petit peu en même temps que mon entrée au certificat en études féministes. Quand j'ai écouté ce discours-là, j'étais comme « Oh mon Dieu, la fille de Harry Potter qui vient me dire que le féminisme, c'est quelque chose d'important. » Puis son discours a vraiment résonné en moi. Elle a vraiment nommé les choses que je voulais nommer. Puis à partir de là, c'est comme si ces études-là m'ont permis d'avoir un vocabulaire, une approche pour penser la vie, penser mes relations, penser ma carrière. Puis c'est toujours comme un travail constant, c'est de toujours essayer de te définir en tant que féministe puis en tant que femme. C'est quoi qu'on aime, c'est quoi nos valeurs, puis comment ça s'inscrit dans notre vie, dans nos passions. Je me considérais pas féministe. C'est pas un discours que j'avais auparavant parce que je pensais que je fitais pas dans ce monde-là, parce que j'étais trop girly girl, justement. Moi, j'aimais ça, être une girly girl. Comme j'aime encore ça, tu sais. Je me suis rendu compte qu'être féministe aussi, c'est de être du bord des femmes, dans le fond, là. Puis ça veut pas dire être contre les hommes, mais c'est être pro-femme. C'est ça. C'est intéressant, Audrey, c'est vraiment un autre angle, hein? C'est vraiment comme, ça vient d'une autre place. Le féminisme peut marier plusieurs facettes d'une féminité qui peut être à la fois sportive, à la fois se peinturer les ongles, tu sais. Ouais. C'est pas incohérent. Ouais, c'est ça. En fait, je trouve ça vraiment intéressant parce que vos deux histoires, j'ai l'impression que vous avez eu comme un moment d'épiphanie, tu sais, que ça vous est venu de « OK, ouais, finalement, je suis féministe, tu sais, je savais pas, mais jusqu'à ce moment-ci, là, comme je suis capable de mettre le doigt sur comme un certain moment ou une certaine période de ma vie où j'étais féministe, tandis que dans un de mes cours de maîtrise, mon dernier cours de maîtrise avec Francine Descaries, elle nous a demandé de décrire notre histoire du féminisme. J'ai eu de la difficulté parce que j'étais comme, je me sens féministe sans avoir dit le mot, mais je sais pas d'où ça vient. Fait que c'était vraiment un bon exercice à faire.
Qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que, dans ma personnalité, en général, la justice est vraiment importante. Puis je pense que si j'étais pas allée en sexo, je serais allée en droit, parce que c'est vraiment quelque chose qui me touche, toutes les injustices, encore plus, justement, la justice des femmes, en général. Je vais vous donner un exemple parce que ma mère a s'est fait dire par son père que les femmes, ça l'allait pas à l'université. Quand lui-même était universitaire, là, il était comptable, donc lui, il était à l'université. Il a payé l'université aux frères, à mes oncles, dans le fond, mais pas à ma mère. Donc, elle a dû travailler pendant comme 15 ans pour se payer l'université, finalement, en droit. Je pense que ça aussi, ça m'est resté en tête de comme ça n'a pas d'allure que tu peux pas faire la carrière que tu veux parce que quelqu'un t'a dit que les femmes faisaient pas ça. Donc, bref, la justice, c'est important depuis vraiment longtemps. Je pense que par la suite, dans mon parcours, que n'importe qui est allé à l'UQAM en sciences humaines attrape des valeurs sociales, tu sais, ça te contamine, ok, ça te contagie. Tu peux pas aller à l'UQAM, puis peut-être, mais en tout cas, en sciences humaines, tu peux pas ne pas être amené à réfléchir à ces affaires-là. À des enjeux sociaux auxquels t'as peut-être pas réfléchi dans ta petite vie de privilégiée ailleurs, tu sais. Donc, je pense que mon parcours en général à l'UQAM, autant le bac en sexo que la maîtrise aussi en sexo, m'ont comme apporté un bagage social qui va bien avec la justice aussi. Justement, tu sais, ma maîtrise qui était sur l'autonomie reproductive, donc que les femmes ont droit à leur propre autonomie sur leur corps, fait en sorte que je me suis vraiment intéressée plus au courant de la justice reproductive, qui fait partie de la justice sociale. Donc, comme on voit encore ici à quel point le mot justice, vous pouvez le compter combien de fois je l'ai dit à date. Puis, selon moi, justement, justice est fondamentale au féminisme, parce que dans le fond, on veut juste ça, être égal aux hommes, on veut juste la justice. Donc, c'est ça. Quand j'ai fait de l'exercice dans mon cours de maîtrise, j'ai réalisé que j'ai pas eu une épiphanie. Puis en fait, comment je termine ce travail-là? Je dis que qui se ressemble s'assemble. Donc, mes amis sont féministes. Puis ça fait la différence. Puis là, je parle de vous deux, parce que clairement, je parlais de vous deux dans mon texte. Que comme, à force de parler avec des gens qui sont féministes, ça aussi, ça m'a contaminé, là. Comme le bac puis la maîtrise à l'UQAM, là. Tu sais, genre avoir des amis qui ont des discours féministe, puis avec qui j'étais totalement d'accord, tu sais, mais tu le sais pas sur le coup que c'est féministe, tu sais, quand on se dit, quand on se parle entre nous, on n'est pas comme « Vive le féminisme! » C'est plus, encore une fois, on parle des injustices, puis là, on déconstruit une injustice ensemble, donc je pense que mon parcours, c'est ça. Puis dis-nous, Sarah, toi, est-ce qu'il y a une œuvre qui a influencé ton parcours féministe? Ouais, pendant la maîtrise, j'ai lu un petit livre qui s'appelle « Mine de rien, chronique du sexisme ordinaire », qui est écrit par Isabelle Boisclair, Lucie Joubert et Laurie Saint-Martin, qui sont 3 profs universitaires. Puis dans le fond, mine de rien, c'est vraiment un petit livre qui parle des petites choses de la vie, là, les petits riens qui sont souvent passés sous silence, puis pourtant, c'est ces petites choses-là du quotidien qui oppriment les femmes. Même si on dit que le monde a beaucoup changé, puis qu'on a évolué, puis que l'égalité semble à portée de main, oui, tout à fait, mais le sexisme demeure vraiment vivant dans la société encore aujourd'hui. Puis dans ce petit livre-là, elles font des essais littéraires, puis ils vont parler du marketing, les toilettes publiques, en passant par les médias sociaux, la culture du viol, l'instinct maternel, la masturbation. Puis c'est ce livre-là aussi qui m'a appris à compter les pubs où il y a des femmes et évidemment des femmes handicapées, les femmes comme trans, toutes les personnes trans, exactement. Un des exemples donnés dans le livre, elle feuillette une revue, puis elle regarde toutes les sections, puis elle se rend compte que la seule section que c'est des autrices, c'est la section mode. Donc, astrologie. Ou astrologie. Tu sais, les sections beauté sont peut-être moins intellectuellement difficiles à rédiger. Donc, toutes les autres sections, c'était des hommes. Ça, c'était écrit en 2015. Donc, c'est quand même choquant qu'en 2015, on associe encore dans des revues crédibles que les sections qu'on attribue aux femmes, encore une fois, c'est les typiquement féminines. Ouais. De beauté, les cosmétiques, les bonnes recettes. Exact. Donc, je recommande ce petit livre-là à tout le monde. Ça se lit bien. Puis, s'il y en a qui n'ont pas encore eu leur fameux moment d'épiphanie comme Val et Audrey, c'est un bon départ. Merci beaucoup, Sarah, d'avoir partagé ce parcours-là. Tu sais, je sais pas si vous avez remarqué, mais comme nos 3 parcours sont vraiment différents. Tout ça pour dire qu'il y a une multitude de féminisme. Encore, on revient là-dessus. Oui, tu dis que on a des parcours différents, mais on a quand même tous des parcours universitaires. Comme le féminisme, c'est pas juste non plus pour les personnes qui vont à l'université. Je pense qu'en parlant des féminismes, il faut aussi parler des courants féministes. Ça vient de où, comment? Pour mieux vous expliquer les courants féministes qui peuvent être ardus à comprendre, il y a 3 grands courants desquels je vais parler, qui ont comme parti le bal.
Puis ensuite, je vais vous parler aussi de la multitude des courants féministes au sein de ces trois principales branches-là. Donc, années 50-60, on est dans des mouvements féministes libérales ou réformistes ou des féministes égalitaires qu'on appelle. On parle aussi de ce courant-là qui a commencé dans les années 50 comme le white feminism parce que c'était plutôt des luttes féministes portées par les femmes blanches qui revendiquaient l'égalité des droits, dans le fond, puis des libertés. Qui dit féministe libéral dit libéralisme. Donc, on est dans cette lancée-là. Des libertés individuelles. Exactement. Puis là, tu dis le white feminism, c'était porté par les femmes blanches, mais c'est pas parce que les femmes noires ne portaient pas un autre combat, c'est vraiment parce qu'on écoutait plus les femmes blanches, là, à la base. Effectivement, ouais. Ben, années 50-60, là, on est encore... c'est plutôt aussi les femmes bourgeoises, c'est pas... tu sais, bref, c'est eux qui ont porté le flambeau en premier, si on peut dire. Puis, pour ces féministes libérales-là, la cause principale de l'oppression des femmes, c'était la société capitaliste. Dans le sens où les féministes libérales considéraient que le capitalisme était juste mal ajusté aux femmes. Donc, il faudrait le réformer. C'est pour ça qu'on les appelle aussi les féministes réformistes. Donc, on garde le système capitaliste en place, mais on essaie de l'améliorer. Effectivement. Pour mieux imager ça, on peut penser à une table. La table, c'est le capitalisme. Les choses sur la table, on peut penser à des verres, des assiettes. Donc, on veut réformer les choses qui sont sur la table, mais on garde la table, par exemple. Donc, on veut mettre les fourchettes à droite au lieu d'à gauche, au centre au lieu de... Exactement. Plus concrètement, Sarah, on peut penser à une éducation non sexiste. Changer les lois qu'on considère discriminatoires. Par exemple, à l'embauche ou pour voter. Donc, c'est vraiment à l'intérieur du système, on va aller chercher les préjugés, les lois, les discriminations, puis on va essayer de les changer. Ensuite de ça, plus vers les années 70, le féminisme change, hein? On change de chapeau. Là, c'est plus un mouvement féministe marxiste qu'on appelle. On est dans le marxisme, on est un petit peu plus dans le socialisme. Donc là, on peut sentir aussi que ce courant-là vient aussi de l'Europe, du marxisme de l'Europe. Donc, pour les féministes marxistes, la cause de l'oppression des femmes, c'est le capitalisme. Mais maintenant, c'est le système au complet. Donc, la table de tantôt, on veut enlever non seulement ce qu'il y a dessus, mais la table au complet, on veut la changer, on veut enlever une patte, etc. Donc, c'est vraiment le système capitaliste qui est responsable de l'oppression principale des femmes. Donc, l'exploitation se passe dans le milieu de l'économie. On veut abolir le capitalisme. C'est à ce moment-là aussi qu'on va voir beaucoup de relance de femmes sur le marché du travail. On veut vraiment enlever les femmes de la production du travail à la maison, puis on veut les mettre sur le marché du travail. Parce que le travail à la maison, c'est du travail gratuit. Exactement. Faire le ménage, faire la nourriture pour tes 8 enfants, c'est du travail gratuit qui est pas payé. Donc, dans un système capitaliste, ça sert à rien. Puis en fait, on va commencer à réfléchir les oppressions des femmes comme étant des classes sociales aussi. Tu sais, quand on parle d'oppression des femmes, on peut le réfléchir de différentes façons. Donc, par leur sexe, par la classe sociale, par la race. Mais bon, pour les féministes marxistes, c'est les classes sociales. Pendant les années 70, puis ces élans-là de féministes marxistes socialistes, il va y avoir une grande rupture. Et il va y avoir l'émergence des féministes radicales. Le troisième courant. Le troisième courant dont je vais parler aujourd'hui. Les féministes radicales, ici, on ne parle pas de radical en termes d'extrémisme. On parle de radical où on les nomme de façon radicale parce que là, on va essayer d'aller à la racine. La racine du problème de l'oppression. Donc, c'est pour ça que le terme utilisé, c'est radical. Et les féministes radicales veulent, dans le fond, combler les lacunes des féministes libérales et des féministes marxistes. Et les lacunes qui sont considérées, c'est que la cause centrale de l'oppression des femmes, ce n'est pas le capitalisme ou le système capitaliste qu'il faudrait réformer, mais plutôt le patriarcat. Quand je dis patriarcat, je veux dire le système social qui opprime les femmes, qui contrôle le corps des femmes. On pense à la figure du père qui est très présent. À la maison, c'est lui le chef de la famille. On parle des chefs d'État aussi qui sont majoritairement des hommes dans les années 70. Donc, on parle du niveau politique, économique, juridique. Le pouvoir des hommes dans toute la société, dans le fond. Exact. Le pouvoir des hommes, les hauts placés des hommes, etc. Donc, le patriarcat, c'est vraiment l'enjeu central. Tandis que, pour les deux autres courants, féministes libérales, féministes marxistes surtout, la cause principale, c'était le capitalisme. Puis le produit de ce capitalisme-là, ben, il y avait du patriarcat. Mais c'était pas la cause centrale de l'oppression. Tandis que pour les féministes radicales, oui. Pour revenir à mon analogie de la table, il n'y en est plus question de la table. Il n'est plus question du tout de la table. La table ne fait plus partie du problème, on va regarder le tabouret à côté. Dans le fond, on veut changer, tu sais, ça change complètement le truc. Puis pour renverser le patriarcat, ben il va y avoir plusieurs alternatives.
Donc, il y a des courants qui veulent créer une culture alternative féminine. Tu sais, des femmes qui veulent se séparer complètement de la société des hommes. On veut avoir une offensive marquée sur tout ce qui est plus féminin, comme typiquement féminin, la beauté, la porno. En fait, l'objectif ultime du féminisme radical, comme t'as dit, c'est le renversement du patriarcat. Puis pour y arriver, c'est la réappropriation par les femmes de leur propre corps, du contrôle de leur corps. Donc, on peut penser, on va parler beaucoup du travail à la maison. Dans la sexualité, il va y avoir une libération sexuelle des femmes. C'est là qu'on va commencer à parler de la masturbation, du plaisir sexuel féminin. Puis réappropriation de son corps aussi, ça doit avoir rapport avec la contraception, de comme choisir quand est-ce qu'on veut être enceinte ou ne pas avoir d'enfant, décider de qu'est-ce que tu fais avec ton corps jusqu'à ce point-là aussi. Ouais, la grande guerre pour le droit à l'avortement. C'est les féministes radicales qui vont mener cette bataille-là, ou qui vont commencer à mener cette guerre-là. Ensuite de ça, bon, dans les mouvements radicaux, on peut penser aussi aux féministes radicales lesbiennes. Donc, tantôt quand je parlais de façon d'abolir le patriarcat, puis ça serait de se créer une société lesbienne. Il y en a qui que c'était vraiment ça dans leurs idéaux. Pour les féministes radicales lesbiennes, on va critiquer l'hétérosexualité. Donc vraiment, l'oppression se passe dans les relations des femmes aux hommes. Pour eux, la théorie, c'est le féminisme, puis la pratique, c'est le lesbianisme. Vraiment. Parce que dans le fond, être en relation avec un homme dans une situation hétérosexuelle, t'es nécessairement opprimé parce que tu vis ou t'aimes un homme. Les féministes radicales lesbiennes, quand on dit d'où ça vient, ben là, il va y avoir beaucoup de mouvements de libération gay, les Stonewall Riots dans les années, au début des années 70, donc là va ressurgir ce courant féministe-là. Le Black Feminism aussi, il va y avoir le mouvement des droits civiques aux États-Unis, donc tu sais, les féministes noires vont aussi prendre plus de place à ce moment-là, puis ça, c'est tous des mouvements, des sous-mouvements, si on peut dire, des féministes radicales. Donc, ils vont venir nourrir cette notion-là que le patriarcat est problématique, mais aussi que d'autres enjeux aussi sont problématiques, comme l'hétéronormativité, l'hétérosexisme, le racisme, etc., etc. Puis de ça, ben on peut penser à d'autres courants féministes qui sont encore dans la veine de abolissons le patriarcat, comme l'écoféminisme ou les féministes environnementalistes, les féministes queer. On peut penser aussi finalement à l'intersectionnalité, qui est un autre mouvement féministe, les féministes intersectionnels. En soi, il y a beaucoup de personnes aussi qui disent que ton féminisme n'est pas du féminisme s'il n'est pas intersectionnel. Puis qu'est-ce qu'on veut dire par intersectionnel? C'est vraiment réfléchir aux intersections des différentes oppressions. Tantôt, quand on parlait de classe, quand on parlait de sexe, race, orientation sexuelle, on veut réfléchir aux personnes de façon à comment est-ce que leurs oppressions se croisent dans leur vécu au quotidien. Puis c'est vraiment de s'assurer d'inclure ces personnes-là quand on revendique pour des droits, quand on veut faire changer les choses, c'est faire changer les choses aussi pour ces personnes-là, parce que leurs oppressions sont multiples. Oui. Dans le fond aussi, c'est de dire que c'est l'égalité qu'on veut entre hommes et femmes, mais aussi entre toutes les femmes. Pas juste les femmes qui sont d'une certaine façon, tu sais, c'est... Les femmes trans sont des femmes, les femmes noires sont des femmes, comme... Les femmes grosses. Les femmes grosses. Quand on parle des femmes, c'est d'inclure toutes les femmes. Les travailleuses du sexe. Oui, aussi. On pourrait en nommer là, beaucoup. Puis c'est d'essayer toujours d'inclure tout le monde pour rajouter à ce que tu disais, Val, qu'est-ce qui est nécessaire, puis qu'est-ce que probablement qu'on entend de plus en plus, c'est de reconnaître ses privilèges. Les méchants, c'est les hommes blancs, hétéros. Comme souvent, on entend ce discours-là, mais on sait pas trop exactement ça fait référence à quoi. C'est, par exemple, moi, Audrey, quand je vais parler de ma relation amoureuse, ben, je vais pas avoir peur de dire quelque chose qui pourrait mettre les gens mal à l'aise parce que je partage ma vie avec un homme, par exemple. Comparativement à quelqu'un qu'il faut qu'il dise « Ah oui, ben tu sais, moi j'habite avec ma blonde. » Puis là, il y a un petit moment de silence de « Ah, Audrey est lesbienne. » C'est comme si tu faisais un coming out dans tous les espaces où est-ce que tu rentres. Quand je rentre dans une nouvelle job, il y a personne qui va me demander « Tu viens d'où? » Puis là, moi de répondre « Ben, de Montréal. » Non, mais vraiment là, tu viens d'où? Comme tes origines. En prenant des questions maladroites, là. Oui, c'est ça, des questions maladroites qui se veulent pas, des comportements, des questions qu'on pense pas qu'il est nécessairement sexiste, raciste, mais ça l'est. Puis le fait de se rendre compte qu'on reçoit pas ces comportements-là, ben ça, c'est un privilège. L'exercice de féminisme intersectionnel, c'est de continuellement penser non seulement à l'égalité homme-femme,
mais l'égalité de toutes les femmes, selon les genres, selon la couleur de peau, selon plein de choses. De continuellement remettre en question notre position. Comme tu parlais de la justice reproductive, ça rentre là-dedans, c'est pas seulement se battre pour l'avortement. Parce que, dans le fond, ça, c'est un bon exemple d'un mouvement. Quand les femmes ont commencé à revendiquer l'avortement, ben, il y en a d'autres femmes qui ont été victimes de ça parce qu'on voulait qu'ils se fassent avorter, parce qu'on voulait pas de, mettons, femmes autochtones, de femmes en situation de handicap. Fait que, quand on parle de justice reproductive, c'est est-ce que tout le monde a le droit de prendre leur choix selon qu'est-ce qu'elles vivent? Ouais. Choisir. Oui, c'est ça, exactement. On peut penser aussi à un autre exemple de ça, c'est les travailleuses du sexe. Tu sais, dans les féministes radicales, quand on pense à la guerre contre le patriarcat, il y a des féministes qui étaient contre l'industrie de la pornographie. Puis pour une complète abolition. Effectivement, tandis qu'il y en a d'autres qui étaient pro-sexe, qu'on dit. Donc, qui voulaient garder ce système-là parce que, tu sais, ils revendiquaient des droits pour les travailleuses du sexe, justement, qui utilisaient de cette industrie-là pour vivre. Il y a beaucoup de moments quand on multiplie les façons de comprendre les oppressions contre les femmes, puis on multiplie les façons de réfléchir comment les changer. Puis ça fait en sorte que des fois, ça peut sembler comme vraiment diviser les courants féministes, puis contradictoire même des fois, tu sais, les anti-porno, pro-sexe, ben, ils fightent pas la même chose, tu sais, ils fightent l'une contre l'autre presque. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont invalider les féminismes en disant « Ouais, mais vous êtes tout le temps en train de vous chicaner entre vous. » Ben, ça, c'est un essai de décrédibiliser le féminisme ou les féminismes, mais dans le fond, c'est juste une diversité des manières de penser à comment arriver à l'égalité. Puis quand on pense au courant politique ou même d'autres domaines comme la philo, tu sais, il y a plusieurs façons de réfléchir des problèmes, il y a plusieurs façons de regarder des situations. On discrédite pas la politique au complet en disant « Ah, vous vous chicanez entre vous. » Ils s'entendent pas. Ouais. Exact. Ou la philosophie comme courant de pensée pour réfléchir la vie, la mort, l'existence, etc. On peut choisir son camp, on peut réfléchir pourquoi on choisit de regarder les oppressions d'une façon plutôt qu'une autre, mais de discréditer les mouvements féministes, ben on y perd tous, là. C'est pour ça aussi que c'était important pour nous de comme prendre le temps de vraiment se positionner aujourd'hui, d'expliquer non seulement les courants féministes, mais nos propres parcours féministes pour justement mettre en lumière là, cet angle qu'on essaie d'apporter à notre podcast. Pour conclure cet épisode qui était vraiment dense en informations, notre objectif dans le podcast, il est vraiment pédagogique. Dans le fond, notre but, là, c'est vraiment de vulgariser, de rendre accessible le vocabulaire, les termes, les concepts féministes et sexologistes. Dans le fond, on veut juste planter des graines puis amener la réflexion. On veut pas prescrire des choses en particulier, on fait juste vous donner des informations puis après, vous faites votre tête. Fait qu'on essaie pas de convaincre ceux qui pensent déjà comme nous. Parce qu'on sait très bien que on a le background universitaire, mais ce qu'on essaie de dire, c'est de prendre ce vocabulaire-là, puis ces concepts-là, puis les mettre dans la vie de tous les jours, puis juste amener une certaine réflexion. Puis on le sait que on a des angles morts aussi. Oui, on a des parcours divers, mais d'une certaine manière, quand même, qui convergent. On se ressemble quand même. C'est ça, on se ressemble quand même. Dans le fond, on fait juste ouvrir la conversation pour tout le monde. Fait que c'est toujours continuellement d'essayer de s'améliorer, puis de s'éduquer, puis d'aller plus loin. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode des Sexes Maîtresses. On espère avoir stimulé vos réflexions et inspiré vos prochaines conversations avec vos proches. Suivez-nous, partagez nos épisodes sur vos réseaux sociaux et surtout, faites-nous plaisir et écrivez-nous vos questions, vos impressions et vos suggestions. Les Sexes Maîtresses vous souhaitent une bonne semaine. Bisous, bye!